Bonjour, je vais vous faire un cours sur la ventilation mécanique. Je pensais l'appeler les bases de la ventilation mécanique, mais je me suis dit que je pouvais trouver un nom beaucoup plus adapté. Avant de commencer à s'intéresser à la ventilation mécanique, il faut se poser la question des buts de celle-ci. Le premier but est bien évidemment d'apporter de l'oxygène aux patients. Le deuxième est d'éliminer le CO2 produit par l'activité métabolique. Le dernier but est de ne pas aggraver des lésions préexistantes et de ne pas générer de nouvelles lésions, en particulier à cause du barotraumatisme, du volotraumatisme et de l'atelectraumatisme. Nous reviendrons sur ces différentes notions durant ce cours. Pour pouvoir comprendre ce cours, il y a deux prérequis essentiels. Le premier, avoir déjà gonflé un ballon de baudruche. Le deuxième, avoir déjà aspiré un liquide dans une paille. Jusque-là, rien de bien compliqué. Pour commencer, nous allons revenir sur deux notions de physique assez simples mais essentielles. C'est la différence entre la pression élastique et la pression résistive. Bon, quand on parle de pression, il existe un grand nombre d'unités pour mesurer celle-ci. On peut en effet l'exprimer en centimètres d'eau, en bar, en pascal, en torr, en Schrember, en PSI, en millimètres de mercure ou en atmosphère. Par convention, en ventilation mécanique, on utilise le centimètre d'eau. On va commencer par s'intéresser à la pression élastique. C'est pour comprendre celle-ci qu'il est essentiel d'avoir déjà gonflé un ballon. La pression élastique, que l'on notera PE, est en fait la pression qui s'exerce sur les parois d'un ballon lorsque celui-ci est gonflé. La pression élastique est déterminée par deux paramètres principaux. Le premier, c'est le volume à l'intérieur du ballon. Il est évident que plus un ballon est gonflé, plus la pression qui s'exerce à l'intérieur est forte. On s'en rend compte quand on exerce une force identique sur les parois de différents ballons. Plus un ballon est gonflé, moins on arrive à déprimer sa surface. Le deuxième facteur, c'est la compliance du ballon. La compliance est une qualité propre au ballon qui va dépendre de sa structure. Pour comprendre, il suffit d'imaginer deux ballons différents. Un premier, que l'on appellera B1, qui a une paroi fine et très souple. Le deuxième, que l'on appellera B2 et qui a une paroi épaisse et rigide. Si je veux gonfler les deux ballons avec le même volume à l'intérieur, il va falloir souffler plus fort dans B2 que dans B1, c'est-à-dire que je vais devoir appliquer une plus grande pression à l'intérieur. Si je représente ça dans un schéma, avec en abscisse la pression et en ordonnée le volume, je vais pouvoir représenter la pression dans B1 et dans B2 pour un volume donné. Si je répète cette opération pour plusieurs volumes différents, je vais pouvoir tracer des droites qui représentent la relation pression-volume pour B1 et pour B2. La pente de ces droites représente ce que l'on appelle la compliance du ballon. À partir de là, on peut dire que le volume est égal à la compliance fois la pression. En réalité, la courbe pression-volume d'un ballon n'est pas une droite, mais une sigmoïde. On va pouvoir distinguer plusieurs segments sur cette courbe. Dans une première partie, la pression monte sans variation de volume. Pour se représenter ce qu'il se passe, il suffit de se rappeler que quand on commence à souffler dans un ballon, il ne se passe pas grand-chose au début. Ce n'est qu'après un certain temps que l'on commence à voir le ballon se gonfler. Ce délai, c'est le temps qu'il faut pour que la pression dans le ballon soit suffisante pour lutter contre les forces qui tentent de ramener les parois du ballon dans leur position initiale. C'est la force élastique. La deuxième partie que l'on remarquera sur la courbe, c'est la première courbure de la sigmoïde, c'est-à-dire le moment où le volume commence à monter progressivement. On appelle ce point le point d'inflexion inférieur de la courbe pression-volume. Vient ensuite la partie de gonflement à proprement parler, où la pression et le volume évoluent de manière proportionnelle. On atteint ensuite la deuxième courbure de la sigmoïde, qu'on appelle le point d'inflexion supérieur de la courbe pression-volume. C'est le moment où les fibres élastiques à l'intérieur de la paroi sont étirées à leur maximum. Au-delà du point d'inflexion supérieur, la pression va continuer à augmenter dans le ballon sans augmentation de volume. Si on continue à souffler à l'intérieur du ballon, on va atteindre le point de rupture et le ballon va finir par éclater. Pour parler avec des termes mathématiques qui vont vous rappeler de mauvais souvenirs, la compliance est la dérivée du volume par rapport à la pression, ce que l'on peut noter, C égale delta V sur delta P. Si on s'intéresse uniquement à la phase entre les deux points d'inflexion, on peut se rendre compte que celle-ci est à peu près assimilable à une droite. On peut alors reprendre l'approximation suivante, le volume est égal à la compliance fois la pression. On peut alors donner une définition de la pression élastique, qui est égale au volume divisé par la compliance. En simplifiant un peu les choses, on peut assimiler une alvéole pulmonaire isolée à un ballon. En ventilation mécanique, le but est de rester entre les deux points d'inflexion, c'est-à-dire dans la partie où la pression et le volume évoluent de manière proportionnelle. Si on passe en dessous du point d'inflexion inférieur, on risque de créer un collapsus de l'alvéole à la fin de chaque cycle respiratoire. Cette répétition de recrutement et de dérecrutement va induire des phénomènes de cisaillement qui peuvent conduire à des lésions de la paroi alvéolaire. C'est l'atelectraumatisme. A l'inverse, si on passe au-dessus du point d'inflexion supérieur, on risque de faire littéralement éclater l'alvéole,
ce qui peut être à l'origine de pneumothorax, c'est le barotraumatisme. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'est la pression élastique, on va s'intéresser à la pression résistive. C'est la pression qu'il faut exercer sur un fluide pour le faire avancer dans un tuyau cylindrique. Pour bien comprendre, on va utiliser l'exemple d'une paille. Avec cette paille, on va essayer de boire une brique de jus de fruits. Pour boire ce jus de fruits, on peut imaginer deux solutions. Soit aspirer le liquide, soit appuyer sur la brique en carton. Ces deux solutions sont en fait équivalentes et reviennent à créer un gradient de pression entre la pression dans la bouche et la pression à l'intérieur de la brique. Dans le premier cas, on va créer une dépression dans la bouche, ainsi la pression dans la bouche sera inférieure à la pression dans la brique. Dans le deuxième cas, on va créer une surpression dans la brique, et la pression y sera alors supérieure à celle dans la bouche. Si vous avez déjà bu un jus de fruits dans une brique en carton, vous savez que plus on aspire fort, plus le débit de boisson sera important. Cela revient à dire que plus le gradient de pression est élevé, plus le débit est important. Ce que l'on peut noter, delta P est proportionnel au débit. Le gradient de pression n'est pas le seul facteur qui influe sur le débit de jus de fruits. Il en existe trois autres. Le premier, c'est le rayon de la paille. Plus le rayon est large, plus le débit sera important pour un gradient de pression équivalent. Le deuxième, c'est la viscosité du liquide. Si l'idée bizarre vous venait d'essayer de boire un flambi avec une paille, vous verriez que pour maintenir un débit équivalent à celui du jus de fruits, il faudrait une dépression beaucoup plus importante. Enfin, le dernier facteur est la longueur de la paille. Si on imaginait boire un jus de fruits avec une paille de 3 mètres de long, il faudrait alors créer une dépression très importante pour avoir un débit très faible. Ces trois paramètres sont regroupés dans une notion que l'on appelle la résistance, et qui est notée de la manière suivante. Où grand R représente la résistance, grand L représente la longueur de la paille, eta représente la viscosité, et petit r le diamètre de la paille. On a vu précédemment que le débit est proportionnel au gradient de pression. Si on ajoute dans l'équation les résistances, qui elles sont inversement proportionnelles au débit, on obtient l'équation suivante. Le gradient de pression est égal au débit fois les résistances, ce que l'on peut exprimer selon l'équation suivante. Cette équation, c'est ce que l'on appelle la loi de Poiseuille. Bon, maintenant qu'on s'est amusé à faire un peu de physique, on va essayer de comprendre quelles sont les relations entre les ballons, les pailles, la loi de Poiseuille, les pressions élastiques, les pressions résistives et la ventilation mécanique. Précédemment, on avait dit qu'on pouvait assimiler une alvéole pulmonaire isolée à un ballon. On va pousser le truc un peu plus loin, on va assimiler l'ensemble du système respiratoire, c'est-à-dire les poumons et la cage thoracique à un ballon. On va également assimiler l'ensemble formé par la sonde d'intubation, la trachée, les bronches et les bronchioles à une paille. On va enfin brancher le tout à un respirateur de réanimation. C'est le moment de faire une petite digression pour comprendre comment fonctionne un respi, enfin de manière très simplifiée. À la base, c'est un soufflet. Bon, c'est vrai que dans les respis modernes, c'est plutôt une turbine, mais sur le principe, ça change pas grand-chose. Ce soufflet ne peut expulser l'air que dans un sens, par un tuyau, en direction du patient. Et il ne se remplit qu'à partir d'un mélange d'air et d'oxygène, qui provient généralement du circuit de l'hôpital, ou d'une bouteille d'O2 et de l'air ambiant pour les respis portables. L'air qui est arrivé au patient est rejeté par un deuxième tuyau, qui va rejeter les gaz expirés dans l'air ambiant. Pour que les gaz inspirés ne s'échappent pas par le tuyau expiratoire lors de l'inspiration, il y a une valve sur le circuit expiratoire qui se ferme lors de l'inspiration. De même, il y a une valve sur la voie inspiratoire pour que les gaz inspirés ne retournent pas vers le soufflet. Imaginons que pour gonfler le ballon, je décide de comprimer complètement le soufflet qui contient 500 ml. Le ballon va alors se gonfler de 500 ml, mais je ne sais pas quelle est la pression à l'intérieur de celui-ci. Le problème, c'est que c'est cette pression qui m'intéresse, car si elle est trop importante, je risque de faire éclater le ballon, c'est-à-dire de provoquer un barotraumatisme. On pourrait imaginer d'aller mettre un capteur directement dans le ballon. En pratique, c'est un peu compliqué et probablement un peu dangereux d'aller mettre un capteur dans une alvéole. On va donc mesurer la pression à l'intérieur du circuit, c'est-à-dire après la valve inspiratoire, généralement au niveau de la pièce en Y. On va pouvoir y utiliser alors la loi de Poiseuille. On va appeler la pression à l'intérieur du circuit pression airway, qu'on va noter PAW. La pression à la sortie du circuit, c'est la pression dans l'alvéole, que l'on écrit PA. On simplifie un peu la formule en remplaçant la partie imprononçable à la fin de l'équation par les résistances au niveau des voies aériennes, que l'on écrit RAW. On va considérer que les résistances sont constantes. En effet, la longueur du circuit, le diamètre de la sonde d'intubation, de la trachée, des bronches et la viscosité de l'air sont constants à l'état physiologique. On pourra donc en déduire que la pression airway à l'instant t est égale au débit dans le circuit au même instant, multiplié par les résistances, le tout additionné de la pression alvéolaire à l'instant t. La pression alvéolaire
Au final, c'est la pression élastique. On va donc la remplacer par le volume du ballon à l'instant t divisé par la compliance de celui-ci. Le volume dans le ballon à l'instant t est égal au volume dans le ballon avant le début de l'inspiration, c'est-à-dire le volume à t0, plus le volume insufflé à l'instant t. On obtient donc l'équation suivante que l'on appelle équation du mouvement respiratoire. On va essayer de représenter ce qu'il se passe au niveau de la pression des voies aériennes au moment où l'on insuffle un volume prédéfini à un débit constant. Pour cela, on va devoir définir différents temps. T0 qui correspond à l'instant précédent le début du cycle, T1 qui correspond au début de l'insufflation, T2 qui correspond à la fin de l'insufflation. On aura ainsi le temps inspiratoire qui sera compris entre T1 et T2, et le temps expiratoire qui sera compris entre T2 et T1. À T0, le débit et le volume insufflé sont nuls. On peut donc en conclure que les pressions dans les voies aériennes à T0 sont égales à la pression dans l'alvéole à T0, c'est-à-dire en fin d'expiration, ce qui correspond à la PEP. À l'instant T1, on commence à avoir un débit positif. La pression airway va donc monter brutalement. Entre T1 et T2, si on ventile le patient entre les deux points d'inflexion de la courbe pression-volume, on se rend compte que la pression airway à l'instant T est directement proportionnelle au volume insufflé. Comme le volume est délivré de manière linéaire au cours du temps, puisque le débit est constant, on verra alors la pression augmenter de manière constante, jusqu'à atteindre une pression maximum que l'on appellera pression de crête ou pression de pointe. Si maintenant on arrête l'insufflation, comme le ballon est élastique, il va tendre à revenir à sa position initiale, en créant ainsi un débit en sens inverse, ce qui provoque une baisse de la pression jusqu'à ce que celle-ci revienne à la pression à T0. La courbe de décroissance de la pression est une courbe exponentielle, qui est fonction de ce que l'on appelle la constante de temps, qui est le produit des résistances et de la compliance. Grâce au capteur de pression du respirateur, on peut suivre en temps réel la pression des voies aériennes. Mais qu'en est-il de la pression dans l'alvéole ? Si vous avez bien suivi jusque-là, vous aurez remarqué qu'à T0, la pression dans l'alvéole est égale à la pression dans les voies aériennes, car le débit à ce moment-là est nul. On va utiliser le même principe pour évaluer la pression dans l'alvéole à l'instant T2. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le système revenir à sa position initiale, créant ainsi un débit négatif, on va appliquer un débit nul en fermant en même temps la valve inspiratoire et la valve expiratoire, de manière à ce que le débit soit égal à 0. Et donc, à ce moment-là, la pression dans les voies aériennes sera égale à la pression alvéolaire. On va donc appliquer une pause téléinspiratoire d'un temps prédéfini, que l'on appelle temps de plateau, ce qui va nous permettre de mesurer une nouvelle pression, appelée pression de plateau, qui est une estimation très précise de la pression alvéolaire en fin d'inspiration. Il faudra tout faire pour que la pression de plateau soit inférieure à 30 cm d'eau, de manière à limiter le risque de barotraumatisme. Maintenant que l'on connaît la pression de crête et la pression de plateau, on va pouvoir calculer les pressions résistives. En effet, la pression de crête est égale à la pression des voies aériennes à T2, la pression de plateau est égale à la pression alvéolaire à T2. La différence entre la pression de crête et la pression de plateau est donc égale aux pressions résistives. Si le débit et les résistances sont constants, on peut alors considérer que la pression résistive est constante au cours du cycle respiratoire. On pourra donc calculer à n'importe quel instant la pression dans l'alvéole, en soustrayant la pression résistive à la pression des voies aériennes. C'est la pression représentée par la courbe rouge. On va maintenant essayer de mettre tout ça en pratique, en essayant de comprendre comment on va régler un respirateur de réanimation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être réglés. La fréquence respiratoire, le volume courant, le volume minute, le temps inspiratoire, le temps de plateau, le temps d'insufflation, le temps d'expiration, le rapport I sur E, la PEP, le débit max, le type de débit, carré ou décroissant, la FiO2. Pour compliquer encore un peu le tout, les respirateurs ne proposent de régler qu'une partie de ces paramètres, et d'une marque à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes. Du coup, avant de commencer, on va s'attaquer à quelques définitions pour que tout le monde parle de la même chose. La FiO2, c'est la fraction inspirée d'oxygène. Là, tout est dans le titre. La fréquence respiratoire, c'est le nombre de cycles par minute. De cette fréquence, on va donc déduire la durée d'un cycle respiratoire en divisant 60 par la fréquence respiratoire. Le volume courant. Là, ça devient un peu pervers, parce qu'on peut le noter VC ou VT selon les marques de respi. C'est le volume que l'on va insuffler à chaque cycle. Le volume minute, encore une fois, tout est dans le titre. Pour le calculer, il suffit de multiplier la fréquence respiratoire par le volume courant. C'est un paramètre extrêmement important, car c'est celui qui détermine la quantité de CO2 échangée. C'est donc un déterminant majeur de la PaCO2. Le débit max, c'est simplement le débit maximum atteint lors de l'inspiration. Il est exprimé en litres par minute. Sur certains respirateurs, on pourra choisir le type de débit, soit un débit constant, également appelé débit carré, soit un débit décroissant. Le débit est alors égal au débit max en début de cycle, puis décroît progressivement au cours de l'inspiration.
L'intérêt du débit décroissant, c'est qu'il respecte plus la physiologie respiratoire. En effet, quand l'on respire en ventilation spontanée, le débit est maximum en début de cycle et décroît progressivement au cours de l'inspiration. Le problème du débit décroissant, c'est que le temps d'insufflation est beaucoup plus long, ce qui risque de diminuer le temps expiratoire, mais on va reparler de ça tout de suite. Pour bien comprendre le temps inspiratoire, le temps de plateau, le temps d'insufflation, le temps expiratoire et le rapport I sur E, on va faire un schéma, ce sera beaucoup plus clair. Comme on l'a vu précédemment, la durée d'un cycle est déterminée par la fréquence respiratoire. Le temps d'insufflation est quant à lui déterminé par le volume courant et le débit. En effet, pour un volume courant donné, si l'on augmente le débit, le temps d'insufflation sera plus court, alors que si l'on diminue le débit, le temps d'insufflation sera plus long. Le temps de plateau est, comme on l'a déjà vu, le temps durant lequel on applique une pause télé-expiratoire. Le temps inspiratoire est défini par la somme du temps d'insufflation et du temps de plateau. Le temps expiratoire, c'est le reste. Maintenant, on pourra calculer le rapport I sur E, qui est le rapport entre le temps inspiratoire et le temps expiratoire. Ce rapport doit être au moins de 1 sur 2, c'est-à-dire que le temps expiratoire est 2 fois plus long que le temps consacré à l'inspiration, ce qui correspond à une respiration physiologique. Dans certaines situations pathologiques, ce rapport pourra être modifié, mais on en reparlera plus tard. Si l'on étudie bien tous les paramètres que l'on vient de voir, on peut se rendre compte qu'ils sont interdépendants. Par exemple, sur certains respirateurs, on va devoir régler la fréquence respiratoire, le volume courant, le débit et le temps de plateau. À partir du volume courant et du débit, on pourra retrouver le temps d'insufflation. Avec le temps d'insufflation et le temps de plateau, on va pouvoir calculer le temps inspiratoire. Enfin, en connaissant la fréquence respi et le temps inspiratoire, on peut calculer le rapport I sur E. Maintenant, d'autres respirateurs proposent de régler la fréquence respiratoire, le volume courant, le temps d'insufflation et le temps de plateau. À partir du volume courant et du temps d'insufflation, on va pouvoir calculer le débit. À partir du temps d'insufflation et du temps de plateau, on va pouvoir calculer le temps inspiratoire. Et on pourra donc retrouver le temps expiratoire et le rapport I sur E. À l'extrême, on peut imaginer un fabricant de respirateurs un peu pervers qui ne donnerait la possibilité de ne régler que les paramètres suivants: le débit, le temps d'insufflation, le temps de plateau et le temps expiratoire. Il est alors possible de calculer l'ensemble des autres paramètres à partir de ces paramètres. Bon, il semble clair que ce serait très peu instinctif de régler ce respirateur. Le fait que tous ces paramètres soient interdépendants exige d'être très prudent lorsque l'on modifie un de ces paramètres, car il est très probable que l'on modifie d'autres paramètres sans s'en rendre compte. Par exemple, en découvrant une hypercapnie à la gazométrie, on décide d'augmenter la fréquence respiratoire. Si l'on ne modifie aucun autre paramètre, il y a de fortes chances que l'on modifie également le rapport I sur E, ce qui peut avoir des conséquences néfastes pour le patient. Il faut donc systématiquement vérifier l'ensemble des paramètres après avoir modifié l'un de ceux-ci. Après avoir vu les différents réglages possibles, on va maintenant essayer de voir comment régler un respirateur à la phase initiale et comment on choisit les différents réglages pour chaque paramètre. On va maintenant considérer un patient indemne de toute pathologie pulmonaire afin de voir la ventilation de base. En premier lieu, il faut choisir le mode ventilatoire. On ne va pas détailler tous les modes possibles, on va uniquement se concentrer sur la ventilation en volume contrôlé. On choisira un débit constant, ce qui à mon sens est plus adapté au moment où on débute une ventilation chez un patient. Juste pour que tout soit clair, un petit rappel sur les buts de la ventilation mécanique. Optimiser l'oxygénation, éliminer le CO2 et éviter d'aggraver des lésions pulmonaires. On va se baser sur ces objectifs pour régler notre respirateur. Concernant l'oxygénation, on ne va pas trop entrer dans les détails durant ce cours, mais il est évident que le principal paramètre sera le réglage de la FiO2, qu'il conviendra d'adapter à l'hématose du patient. On reviendra là-dessus dans un cours sur la ventilation adaptée aux différentes pathologies pulmonaires. Concernant l'élimination du CO2, le principal paramètre est le volume minute. C'est lui qui va nous intéresser le plus pour l'instant. On a vu précédemment que le volume minute est déterminé par la fréquence respiratoire et le volume courant. On va déjà s'intéresser au volume courant. On a déjà vu que pour prévenir le barotraumatisme, il fallait maintenir une pression de plateau inférieure à 30 cm d'eau. On pourrait alors imaginer qu'il est possible de monter le volume courant jusqu'à 30 cm d'eau sans pour autant générer ou aggraver des lésions pulmonaires. C'est que jusque-là on avait considéré le poumon et la cage thoracique comme assimilables à un ballon. C'est très pratique pour raisonner, mais c'est loin d'être vrai. Le poumon est en fait composé de 300 millions d'alvéoles qui se comportent chacune comme un ballon, qui a ses propres caractéristiques physiques et sa propre compliance. L'ensemble de ces alvéoles sont elles-mêmes contenues dans un système composé de la plèvre, de la paroi de la cage thoracique et du diaphragme. Ce système peut également être assimilé à un ballon qui a ses propres caractéristiques physiques et sa propre compliance. Si maintenant on représente sur un graphique les compliances de l'ensemble des structures respiratoires, il sera très difficile de trouver un seul point d'inflexion supérieur au niveau de la courbe pression-volume.
Quand on regarde ce qui se passe dans un poumon au cours de la ventilation, on peut voir qu'il existe des alvéoles complètement collabées dans certaines zones du poumon, d'autres normalement ventilées et d'autres qui sont surdistendues. Ceci est particulièrement vrai en cas de pathologie pulmonaire et en particulier en cas de SDRA. Mais cela peut également se retrouver dans un poumon sain, le plus souvent selon un gradient antéro-postérieur chez le patient alité. Le principal problème va être lié aux alvéoles qui sont surdistendues. Ce sont ces alvéoles qui vont être touchées par le volotraumatisme. Celui-ci est caractérisé par une augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire. Il va également induire l'apparition d'un œdème alvéolaire. On va également retrouver une accumulation de neutrophiles et de protéines au niveau du parenchyme pulmonaire, ainsi que des perturbations dans la production du surfactant. Du fait de la possibilité de volotraumatisme, il est recommandé de limiter le volume courant à des volumes inférieurs à 8 ml/kg, et ce, quelle que soit la pression de plateau. On peut être amené dans certaines pathologies, et en particulier dans le SDRA, à limiter le volume courant à 6 ml/kg. Juste une petite précision, le volume courant sera évidemment calculé en fonction du poids théorique du patient et non pas en fonction de son poids réel. Les poumons d'un patient de 130 kg pour 1,75 m font la même taille que ceux d'un patient qui fait 70 kg pour la même taille. Une fois que l'on a dit tout ça, on voit très bien que l'on a très peu de marge pour modifier le volume courant. Et donc que quand on voudra modifier le volume minute, il faudra jouer principalement sur la fréquence respiratoire. Tout en sachant qu'il n'est pas conseillé d'augmenter celle-ci au-delà de 30 cycles par minute, en raison du risque de créer des lésions alvéolaires à cause des forces de cisaillement. Maintenant la question, c'est quel est le bon volume minute quand on débute la ventilation chez un patient. Il n'y a pas de secret, on fait un réglage du volume minute un peu au hasard en tenant compte du métabolisme du patient. Il est évident qu'un patient septique à 40 degrés de température va produire beaucoup plus de CO2 qu'un patient en bonne santé normotherme. On tiendra également compte du gabarit du patient. Plus il est corpulent, plus il produira de CO2 à métabolisme égal. Enfin, on tiendra compte de la PaCO2 du patient avant le début de la ventilation mécanique, tout en gardant à l'esprit qu'en corrigeant trop rapidement une hypercapnie, on risque de majorer la vasodilatation et donc d'aggraver un collapsus de reventilation. Au final, le seul moyen fiable pour adapter le volume minute, c'est de réévaluer la capnie en réalisant un gaz du sang après avoir attendu suffisamment pour que l'hématose s'équilibre, soit environ 15 à 30 minutes. Bon, on a au moins une vague idée du volume courant et de la fréquence respiratoire avec lesquelles on va démarrer. Mais il nous reste encore plein de paramètres à régler. Comme on l'a déjà vu, sur un respi, généralement, on a au minimum deux courbes qui apparaissent. La première, c'est la courbe de pression en fonction du temps. Celle-là, on l'a déjà vue. La deuxième, généralement, est une courbe de débit en fonction du temps. On va voir que cette courbe est également très importante. Elle est fortement corrélée au réglage d'un paramètre essentiel, le rapport I sur E. On a déjà vu précédemment que celui-ci doit être au moins à 1 sur 2 pour des réglages de base. On va maintenant voir pourquoi. Imaginons que l'on réduise le temps expiratoire en augmentant la fréquence respi. Le risque, c'est que le patient n'ait pas fini d'expirer lorsque l'on commence l'insufflation suivante. Il reste donc un volume à T0 qui est supérieur à celui du cycle précédent. Au fur et à mesure des cycles respiratoires, on va augmenter le volume intrathoracique et donc la distension des alvéoles. C'est ce que l'on appelle l'hyperinflation dynamique. Ce phénomène engendre des risques très importants de volotraumatisme, mais aussi de barotraumatisme. Le risque de l'hyperinflation dynamique est d'autant plus important que le patient a un frein expiratoire, comme ça peut être le cas dans l'asthme ou dans les pathologies de type BPCO. Chez ces patients, les résistances sont augmentées, avec du coup un allongement de la constante de temps. Dans ces cas particuliers, on peut être amené à allonger encore plus le temps expiratoire, jusqu'à obtenir des rapports I sur E à 1 sur 3 ou plus. Pour décrire ce phénomène, on parle aussi des fois d'autopep, mais on verra ça dans un cours sur la ventilation adaptée aux différentes pathologies pulmonaires. Après avoir initialement réglé le volume courant et la fréquence respiratoire, le paramètre essentiel à régler par la suite est donc le rapport I sur E, en se basant sur la courbe débitant et sur les antécédents du patient. On l'a vu précédemment, le rapport I sur E est un paramètre qui n'est pas réglé directement sur un certain nombre de respirateurs, mais qui est déduit des autres réglages. Il faut donc être particulièrement vigilant à ces réglages pour ne pas engendrer d'hyperinflation dynamique. Voici plusieurs exemples dans lesquels on voit comment on modifie le rapport I sur E en modifiant d'autres paramètres. Ici, en modifiant le temps de plateau, et donc par conséquence le temps inspiratoire, on va modifier le rapport I sur E. On retrouve le même phénomène si l'on diminue le débit. En effet, on augmente le temps d'insufflation et donc le temps inspiratoire au détriment du temps expiratoire. Dans ce troisième exemple, on voit, comme on l'a déjà dit, que si on modifie la fréquence respiratoire, on modifie également le rapport I sur E. On va maintenant s'intéresser au temps de plateau. On a déjà vu que l'intérêt de faire un plateau téléexpiratoire est de pouvoir évaluer la pression alvéolaire. On ne va pas revenir là-dessus. Ce qu'on va juste préciser, c'est qu'il est important de prévoir un temps de plateau suffisamment long, sinon on risque de surévaluer la pression de plateau.
Bon, si vous avez tout compris, vous allez me répondre que ce n'est pas grave, et que si la pression qu'on mesure est inférieure à 30 cm d'eau, alors la vraie pression de plateau sera aussi forcément inférieure à 30 cm d'eau. Et là, je serais bien obligé de vous répondre « Ouais, c'est pas faux. » Mais bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles on va chercher à prolonger le temps de plateau. En effet, c'est le moment où les échanges gazeux vont être optimum. Et ça, qu'on ait des problèmes d'oxygénation ou de décarboxylation, ça ne peut que nous intéresser. Un des derniers paramètres principaux que l'on va régler, c'est le débit max. On a déjà vu que ce paramètre intervient dans le réglage du rapport I sur E. L'autre intérêt d'augmenter le débit, c'est qu'à temps inspiratoire identique, on va prolonger le temps de plateau. Et ça, on vient de voir que ça peut nous intéresser. Mais du coup, vous allez me dire, si je monte les débits, forcément, je vais monter les pressions, et ça, c'est l'équation du mouvement respiratoire qui le dit. Et là, je vais être obligé de vous répondre, clairement, on s'en cogne. Car oui, la pression de crête augmente. Mais la pression de crête, c'est la somme des pressions résistives et des pressions élastiques. En augmentant le débit, on augmente uniquement la partie résistive, et ce n'est pas la pression qui est à l'origine des barotraumatismes. C'est la pression élastique qui est à l'origine des barotraumatismes, et la pression élastique, c'est-à-dire la pression de plateau, elle dépend uniquement du volume insufflé, du volume AT0 et de la compliance. Et là, vous serez bien obligé de me répondre « Ouais, c'est pas faux. » Attention, je n'ai pas dit que le monitorage de la pression de plateau ne servait à rien. Si la pression de plateau augmente alors qu'on n'a modifié aucun paramètre sur le respirateur, c'est une information importante et ça peut signifier deux choses. Soit que la pression élastique, c'est-à-dire la pression de plateau, est en train d'augmenter, et là, il faut vite s'inquiéter, ceci pouvant être dû soit à une augmentation de la pression alvéolaire à T0, c'est-à-dire à une autopep, soit à une diminution de la compliance. La deuxième cause d'augmentation de la pression de crête, c'est une augmentation de la pression résistive, c'est-à-dire que les résistances sont en train d'augmenter, ce qui peut être lié soit à un bronchospasme, soit au fait que la sonde d'intubation est en train de se boucher. Encore une fois, il faut vite s'inquiéter. Mais une chose doit être claire, si on augmente le débit, la pression de crête monte, c'est normal et ce n'est pas grave. Le dernier paramètre à régler, et pas des moindres, c'est la PEP. On l'a déjà dit, la PEP, c'est la pression qui reste dans l'alvéole en fin d'expiration. Et l'objectif, lorsque l'on va régler la PEP, ça va être qu'elle soit supérieure à la pression au point d'inflexion inférieur de la courbe pression-volume. Le but étant d'éviter des phénomènes de dérecrutement et d'atélectromatisme. Bon, là apparaît le premier problème. Selon le type de respirateur, on n'a pas toujours accès à la courbe pression-volume. Deuxième problème, même si on y a accès, c'est la courbe pression-volume du système thoraco-pulmonaire dans son ensemble. Et on a déjà vu que l'état des alvéoles peut être très inhomogène chez un même patient, avec chacune leur propre courbe pression-volume. Alors du coup, comment faire pour régler la PEP ? Là, encore une fois, il n'y a pas de secret, il faut chercher à tâtons. Généralement, on commence aux alentours de 5 cm d'eau, et on montera progressivement en voyant si on gagne en termes d'oxygénation. On détaillera ça dans un cours sur la ventilation adaptée aux différentes pathologies pulmonaires. Là, si vous vous posez la question de savoir si on peut monter la PEP autant qu'on veut jusqu'à avoir une bonne SAT, je vais devoir vous répondre bah non. Car la PEP, on en a déjà parlé précédemment, c'est un des facteurs qui influence la pression intra-alvéolaire, car c'est la pression AT0. Donc, quand on montera la PEP, il faudra suivre l'évolution de la pression de plateau et ne jamais continuer à monter la PEP si la pression de plateau atteint 30 cm d'eau. Le dernier petit détail avant de commencer à ventiler votre patient, c'est le réglage des alarmes. Bon, en vrai, c'est pas du tout un détail, et en particulier pour deux d'entre elles. Du coup, on ne va pas voir toutes les alarmes qui peuvent exister, mais on va se concentrer sur les deux plus importantes, à savoir la pression de plateau et la pression de crête. Pour commencer, on a déjà assez insisté sur le fait que la pression de plateau est l'élément déterminant dans la prévention du barotraumatisme. Il faudra donc régler l'alarme de manière à ce que la pression de plateau reste inférieure à 30 cm d'eau. Comme je vous l'avais dit précédemment, le monitorage de la pression de crête est intéressant à plus d'un titre, et je ne vais pas revenir là-dessus. Alors pourquoi en reparler ? Parce qu'une des principales sécurités du respirateur est liée au réglage de cette alarme. Au cours du cycle respiratoire, le respirateur va arrêter d'insuffler dès que la pression de crête atteint le maximum réglé sur l'alarme. Imaginons que le patient fasse un bronchospasme. Les résistances augmentent, et donc la part résistive des pressions augmente également, ce qui provoque l'augmentation de la pression de crête. Si l'alarme de pression de crête est réglée à 30 cm d'eau, le respirateur va arrêter l'insufflation avant le moment prévu. Du coup, le patient ne reçoit qu'une partie du volume défini et se retrouve alors en hypoventilation alvéolaire. Et là, il ne faut pas s'étonner qu'il désature et qu'il monte sa capnie. Après avoir essayé de comprendre pourquoi la pression de crête monte, l'une des premières choses à faire est donc de régler les niveaux d'alarme à des seuils adaptés à l'état clinique du patient. Les respirateurs de réanimation vont calculer différentes données en fonction des paramètres qu'ils mesurent.
Le plus intéressant est la compliance. Pour la mesurer, le respirateur va utiliser la formule C est égal à delta V sur delta P. Comme on ventile le patient entre les deux points d'inflexion de la courbe pression-volume, on est sur la partie droite de la courbe où la compliance est constante. La compliance est alors égale au volume en fin de cycle, moins le volume en début de cycle, divisé par la pression en fin de cycle, moins la pression en début de cycle. Comme la variation de volume au cours du cycle correspond au volume courant, que la pression en fin de cycle est égale à la pression de plateau et que la pression en début de cycle est égale à la PEP, on obtient ainsi l'équation suivante. La compliance est un paramètre intéressant à suivre, car elle nous permet de suivre à la fois l'efficacité de nos thérapeutiques, mais aussi suivre l'aggravation ou la récupération du poumon du patient. Un autre paramètre calculé par le respirateur est la résistance du circuit. On peut la calculer en divisant la pression résistive par le débit. Le seul problème, c'est qu'en cas d'augmentation de la résistance, le respirateur ne peut pas faire la différence entre une augmentation de la résistance au niveau de la sonde d'intubation, ce qui correspond à une obstruction de la sonde, et une augmentation des résistances au niveau des voies aériennes, ce qui correspond à un bronchospasme. Pour faire la différence entre les deux, on va devoir faire appel à un facteur dont on n'a pas encore beaucoup parlé, la clinique. Pour finir, et pour voir si vous avez tout compris, quelques petites questions. Premièrement, que faire devant une hypercapnie? Baisser la FiO2, monter la fréquence respi, curariser le patient, monter le volume courant ou baisser la PEP. Bon, la FiO2, ça n'a évidemment aucun rapport quand on est en ventilation contrôlée. Monter la fréquence respi, ça va marcher, mais attention au rapport I sur E. Curariser le malade, ça c'est une bonne question. D'un point de vue ventilatoire, ça change rien. Mais au point de vue métabolique, ça peut diminuer la production de CO2 en bloquant toute activité musculaire. Mais bon, l'effet sera probablement minime et les effets secondaires de la curarisation font plutôt pencher la balance bénéfice-risque du côté du risque. Augmenter le volume courant, pourquoi pas, si l'on n'est pas encore à 8 ml/kg et si la pression de plateau le permet. Mais encore une fois, attention au rapport I sur E. Car si vous montez le volume courant sans toucher aux autres paramètres, vous allez augmenter le temps d'insufflation et donc le temps inspiratoire aux dépens du temps expiratoire. Baisser la PEP, non, ça va probablement pas améliorer les choses. Maintenant, que faire si la pression de plateau monte? Baisser la FiO2, baisser la PEP, baisser la fréquence respi, baisser le volume courant, baisser le débit ou rien? Baisser la FiO2, toujours pas de rapport. Baisser la PEP, ça me paraît plutôt bien. La fréquence respi n'a aucun rapport avec la pression de plateau, sauf en cas d'hyperinflation dynamique, donc attention à la courbe débitant. Baisser le volume courant, c'est évidemment une bonne solution, mais attention à la capnie. Baisser le débit n'aura aucun effet. Au contraire, on risque de diminuer le rapport I sur E, et donc potentiellement d'augmenter une hyperinflation dynamique. Rien, ça paraît pas être une super idée, mais ça dépend effectivement de la valeur de la pression de plateau. Dans tous les cas, il faudra essayer de comprendre pourquoi la pression de plateau monte et essayer de régler le respirateur. Enfin, que faire si la pression de crête monte? Baisser la PEP, ausculter le patient, aspirer le patient, curariser le patient ou monter l'alarme? La première chose à faire quand la pression de crête monte, c'est de comprendre pourquoi elle monte. Une fois qu'on a compris ça, plusieurs attitudes sont possibles et toutes les réponses ci-dessus sont exactes. Mais chacune sera adaptée à une cause d'ascension de la pression de crête différente. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est probablement d'observer et d'ausculter le patient. Je ne l'avais pas mis dans les propositions de réponse aux questions précédentes, mais c'est toujours une bonne réponse quand on a un problème de ventilation, de commencer par examiner le patient plutôt que le respirateur. Pour les autres propositions, il faut commencer par se demander si l'augmentation de la pression de crête est due à une modification des résistances ou de la pression de plateau. Dans le premier cas, la variation des résistances sera due à une variation des diamètres des tuyaux à un endroit du circuit. Il faudra donc rechercher un bronchospasme ou une obstruction de la sonde d'intubation. Dans le deuxième cas, il faudra modifier le volume courant et ou la PEP. Il sera également possible d'essayer de gagner un peu de compliance en curarisant le patient de manière à diminuer la rigidité de la cage thoracique. J'en profite juste pour rappeler que les curares n'agissent que sur le muscle strié squelettique et n'ont donc pas d'effet sur les muscles bronchiques. Donc, dans le bronchospasme, ils n'auront qu'un effet mineur en améliorant la compliance de la paroi thoracique. Une fois que l'on sait pourquoi la pression de crête monte et que l'on a réglé le problème, il faudra probablement monter l'alarme de manière à ce que le volume courant puisse passer. Voilà, c'en est terminé de ce premier cours, j'espère que vous aurez appris plein de choses.